Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Quelle priorité pour cette transition? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Aboubakar Maïga, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako, Adam Diko, directrice exécutive de Agicad Mali, commissaire principal Assitan Traoré, membre de l'Observatoire de veille sur l'application de la loi 052 et Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Transition, président, vice-président, premier ministre ont été nommés. Ibrahim Maïga, quelle analyse faites-vous de la composition de cette équipe qui va diriger la transition? Difficile d'entamer sur cette question, mais bon, vous la posez tout de même. Effectivement, il y a eu la nomination du président, qui était un demi-civil, comme on le dit, puisque c'était un militaire à la retraite. Un vice-président militaire qui est en pleine fonction et un premier ministre civil. Je pense qu'il y a quand même une forme d'équilibre entre les trois profils. On a un ancien militaire, mais dont le trait de caractère principal qui a été mis en exergue est la rigueur. On a un vice-président militaire, mais qui est aussi le président du CNSP, le Comité national pour le salut du peuple. Il était important de lui trouver un point de chute, une place dans l'architecture gouvernementale. Il aurait pu être ministre d'État, ministre de la Défense ou autre, mais ils ont fait le choix de mettre en place une vice-présidence. Le choix du Premier ministre est intéressant parce qu'on a là un civil qui a aussi une expérience internationale, qui était jusqu'à sa nomination délégué paix et sécurité de la commission de l'UEMOA. C'est extrêmement important parce que les gens mettent beaucoup l'emphase sur son carnet d'adresse, qui est indéniable parce qu'il a occupé aussi des hautes fonctions au pays, enfin au Mali, pour le compte du Mali, à New York et dans les organisations internationales, à l'OIF, etc. Mais je pense qu'il est aussi important de mettre l'accent sur ses compétences en matière de paix et de sécurité. Et je dois vous dire que je suis plus ou moins rassuré de voir que c'est un civil qui est Premier ministre et un civil qui a une expérience en matière de paix et de sécurité. Parce que le fait d'avoir deux militaires à la tête de l'État, un président militaire, enfin un ancien militaire, et un vice-président militaire, la crainte que j'avais, la préoccupation, l'inquiétude que j'avais, c'est qu'on ne militarise davantage la lutte contre l'insécurité. Je pense que c'est un élément extrêmement important. On verra si la composition du gouvernement reflète ce que je suis en train de dire. Donc, un équilibre pour éviter le tout militaire dans la gestion des affaires publiques. Commissaire principal Assitan Traoré, pensez-vous que cette composition est équilibrée, comme le pense Ibrahim Maïga? Bon, plus ou moins. Par exemple, quand vous verrez la composition, je peux dire que c'est une composition mixte. Il y a les militaires et puis les civils. Par contre, lors de la conférence des assises, il y a eu des propositions. Il y avait une partie de la société qui demandait à ce que ce soit vraiment une gestion militaire, d'autres civils. Donc déjà, si c'est mixé, moi personnellement, je voulais, c'est pas parce que je suis en tenue, moi je voulais vraiment une gestion militaire. Pourquoi? J'ai mes raisons. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Maliens ont besoin du refondement de ce pays. Et comme on dit, on a trop perduré dans le laisser-aller. Et il faut dire qu'il y a trop de gangrènes, trop de vides, trop d'erreurs qui ont été commises. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on pouvait laisser le pouvoir même aux militaires pour ordonner les choses, pour mettre les choses sur les rails d'abord. J'ai fait un constat. Lorsqu'ils ont demandé à ce qu'on restitue les véhicules de service, je vous parle en connaissance de cause. Là où sont garés ces véhicules, je sais, chaque matin, je vois ces véhicules garés et je sais comment ces véhicules ont été rendus. Ça m'a montré une certaine rigueur, un certain sérieux que les Maliens peuvent respecter vraiment les textes s'il y a une rigueur qui est là. Donc, raison pour laquelle je me suis dit que si on laissait ce pouvoir aux militaires
pour gérer la transition. Donc, il ne serait-ce que pour mettre les choses sur les rails, organiser les élections et puis remettre le pouvoir aux civils. Ça trouve que déjà les choses sont bien ordonnées. Je crois qu'on pouvait prétendre à un bon changement, refondement de ce pays. 3 hommes pour la direction de cette transition. Est-ce que ça vous paraît juste? Oui, j'allais venir, c'est ça, en tant que membre de l'Observatoire qui veille sur la loi 052. Pardon. Effectivement, il y a une inégalité à ce niveau. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même que ce soit dans la transition et après la transition, il faut qu'on observe vraiment les textes que le Mali a ratifiés. Le Mali a ratifié la loi 052 ici au Mali le 18 décembre 2015, comme quoi que vraiment il faut donner 30% aux femmes. Moi, je pensais qu'il devrait vraiment respecter ce quota-là, surtout en ce qui concerne la désignation des premiers hauts cadres pour la gestion vraiment de ce pays. Moi, personnellement, on a été voir le CNSP et on a posé le même problème. Vraiment, nous, on compte sur vous pour la promotion genre. Nous, on compte pour vous pour l'application des textes, à commencer par cette loi. Mais malheureusement, je suis resté sur ma faim et je vois déjà qu'il y a une inégalité par rapport à la répartition du pouvoir. Donc, ça me donne vraiment du inquiet. Docteur Aboubacar Maïga, partagez-vous les points de vue de Assistant Traoré? Merci beaucoup, M. Touré, pour l'invitation. Merci beaucoup aussi à mes chers co-débatteurs. Oui, co-débatteurs et puis chers collègues spécialistes aussi aujourd'hui de la vie politique et puis de ce qui se passe actuellement au Mali. Et moi, sincèrement, je l'ai dit plusieurs fois sur non seulement dans les articles et puis sur d'autres médias, que ma position vraiment est restée sur vraiment ce qui avait été recommandé de façon générale, c'est-à-dire une transition vraiment dirigée par les civils. Je ne vois pas ici, dans un pays en crise, où il y a aussi des défis sécuritaires qui nous engagent, pourquoi nous allons prioriser une transition 100% militaire. Je pense que la formule vraiment adoptée aujourd'hui, c'est-à-dire un civil, même si ce n'est pas un civil à 100%, c'est quand même, il faut le dire, c'est un militaire à la retraite. Un militaire à la retraite est toujours un militaire. C'est uniquement les statuts qui changent, sinon il reste un militaire. Donc jusqu'à présent, la transition est comme dirigée encore par des militaires, le Premier ministre étant sous les ordres justement des 2 présidents. Bon, selon la charte, c'est selon ce qui s'est dit, parce qu'on dit que les vice-présidents peuvent justement remplacer le président. À partir de cet instant, on a une transition déjà militaire. Le Premier ministre n'a pas autant de pouvoir que les 2, en fait. Et là où nous sommes actuellement, moi, je pense qu'on devait avoir un président 100% civil et puis un vice-président militaire. Bon, si la formule a été adoptée ici, ainsi, et que le président élu aussi actuellement jouit d'une telle confiance au sein de la population, vu justement ce qui s'est dit sur lui, la réputation qu'il a précédée, homme intègre, humble, sage, et puis très, très rigoureux, et puis respectueux aussi des règles et des lois du pays. Je pense que c'est ce que les Maliens espèrent. À la fin, ce qu'on constate, c'est que pour les citoyens lambda, il est moins important aujourd'hui de trouver, de désigner soit un militaire ou bien un civil. L'important, c'est vraiment de savoir trouver quelqu'un de fiable, qui a des valeurs intrinsèques, qui cadre parfaitement avec aujourd'hui l'attente populaire, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui tout le monde pense des attentes populaires, surtout président, on va en parler tout à l'heure pour développer quelle priorité pour cette transition. Adam Dicko, 3 hommes, un militaire à la retraite, un militaire et un civil, 3 hommes. Est-ce que vous pensez que cette composition rassure déjà par rapport à la gestion de la transition? Alors déjà, cette composition des premiers responsables du pays, ce n'est pas une composition équilibrée. Donc, je ne rejoins pas mon frère par rapport à ce point. Déjà, je trouve qu'il y a
par rapport, il y a une gestion militarisée de l'État qui est déjà là, quand on voit qu'on a 2 présidents, parce que moi, je ne suis pas trop d'accord avec le terme de vice-président, vu les prérogatives des 2, vu la prestation de serment des 2 et tout. Donc, je trouve qu'on a quasiment 2 présidents, un ancien militaire et puis un militaire en exercice. Et puis, M. Wan, alors M. Wan, c'est quand même, il est très difficile de pouvoir lui reprocher des choses, mais quand même que ces 3 là, non seulement 2 militaires et un civil, et que ces 3 soient aussi des hommes. Un militaire à la retraite. Bon, un militaire à la retraite, mais un militaire reste un militaire. On peut toujours lui faire appel, on peut toujours faire appel à ses services militaires. Et donc, un militaire et un ancien militaire et un homme, et tous, quand même, atteignent un certain nombre d'âges, et vu la société malienne, quand même que 75% moins de 35 ans. Donc déjà, je ne dirais pas qu'il y a une déconnexion entre ces premiers responsables et la majorité de la population, mais je trouve quand même qu'il y aura lieu quand même qu'ils puissent s'adapter au contexte actuel, aux solutions numériques actuelles pour pouvoir faire face aux défis du pays, et aussi que ces 3 soient des hommes. Je pense que le commissaire est beaucoup revenu là-dessus. Ça nous inquiète. Alors moi, ça m'amène vraiment à dire que le respect des textes, la rigueur, ce n'est pas une question de militaire ou de civil. Déjà, nous avons une loi 052, et si on pense que la gestion des militaires, vraiment, c'est une gestion rigoureuse, c'est une gestion respectueuse des textes et autres, cette gestion devrait commencer dès lors, depuis ici, c'est-à-dire depuis l'organisation des concertations jusqu'à la publication de la charte de concertation, jusqu'à dire qu'est-ce qui a été convenu, qu'est-ce qui n'a pas été convenu, et arriver au niveau de la composition des premiers responsables. Mais jusque-là, on ne comprend pas bien les choses. Et quand on parle aussi des respects des textes, jusqu'ici, nous n'avons pas encore suspendu la Constitution de 92. Et si nous n'avons pas suspendu la Constitution de 92, ni la charte de la transition, ni l'acte fondamental du CNSP ne peut être au-dessus de la Constitution. Et dans cette Constitution, nous ne parlons nulle part de vice-présidence, jusqu'à ce que le vice-président vienne prêter serment et qu'il soit au même rang que le président de la République. Donc, cette gestion rigoureuse et respect des textes, je pense qu'il y a lieu quand même de se poser des questions. Et c'est dire que le problème qu'on a, ce n'est pas un problème d'homme. C'est-à-dire, Badao, on peut dire qu'il est intègre, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais le problème qu'on a au Mali, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. C'est un problème de système. Donc, ce qui fait que ceux qui vont être là, si dès les premiers actes, on voit qu'il y a certains textes qui sont violés, ça ne peut que nous inquiéter, ça ne peut que nous amener à nous poser des questions. Est-ce que notre problème, c'est justement des hommes? Est-ce que notre problème ne va pas au-delà de ça? Est-ce qu'on doit aussi seulement se limiter à seulement féliciter les hommes? Est-ce que quelque part, nous ne devons pas être là à les rappeler? Déjà, les violations qui ont été commises jusqu'ici, les erreurs qui ont été commises jusqu'ici, pour qu'ils sachent que nous sommes là quand même à les regarder, pas seulement pour applaudir, mais aussi pour veiller au respect strict quand même de nos textes fondamentaux. D'accord. Quand on parle de priorité pour cette transition sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Studio Tamani, Abazari El Maïmoun Maïga estime que les priorités de la transition doivent être la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, l'école malienne, l'organisation d'un dialogue intercommunautaire et l'emploi et la lutte contre la corruption. Pour Cheikh Oumar Soumano, la priorité, c'est l'éducation. Pour Adama Soumaworo, il faut la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Bourama Diko, lui, estime que la priorité, c'est de reconquérir l'intégrité territoriale. Mohamed Assoumani Dambélé estime que lui, sa préoccupation se résume à l'éducation, la sécurité, l'organisation des élections. Mohamed Trafouné, lui, cite l'insécurité, l'éducation, l'organisation des élections, la justice équitable. Et enfin, Yossatou Saliou Touré qui parle de sécurité des personnes et de leurs biens et ensuite des élections libres et transparentes. Alors, plusieurs défis, certains les appellent même problème. Ibrahim Maïga, quels doivent être parmi tout ce qui vient d'être cité les priorités pour l'équipe de cette transition? Les priorités ont déjà été dégagées dans le cadre de la feuille de route qui a été adoptée lors des journées de concertation. Mais si vous me le permettez très rapidement, je vais réagir à un certain nombre d'éléments qui a été dit, évoqués sur le plateau. Je pense qu'il y a effectivement une confusion entre civil et politique. Tous les civils ne sont pas politiques. Donc je pense que nous enfermer dans ce débat en prétextant que le civil équivaut au laxisme et le militaire à la rigueur, bon, c'est un peu caricaturer la situation. Et puis, si on se réfère un petit peu à l'image que les Maliens, dans leur grande majorité, ont de deux hommes en particulier, Amadou Toumani Touré, ancien militaire qui a dirigé le pays,
Zoumana Sako, civil, qui a dirigé la transition en 92 en tant que Premier ministre, je ne suis pas sûr que le jugement soit comme vous le dites, madame. Je pense que vous avez également eu une interprétation peut-être trop généreuse de la loi 052. Effectivement, je pense qu'il y a clairement lieu d'interpeller les autorités pour qu'elles mettent en œuvre cette loi, notamment dans la formation du prochain gouvernement. Mais appliquer la loi 052 à des institutions individuelles, parce que le président, c'est une institution individu, c'est une seule personne. Donc c'est difficile en fait d'aller avec l'application de la loi 052. C'est pareil pour la primature, pareil pour la vice-présidence, qui est une innovation de la charte de la transition. Mais quand on les regroupe, ne fallait-il pas au moins une femme ou un jeune, comme la Non, c'est pour ça que je parlais d'interprétation généreuse. On aurait pu effectivement donner un signal ou des signaux de rupture en mettant une femme à la primature, en mettant un jeune à la vice-présidence, si jamais on accepte le principe de vice-présidence. Mais effectivement, on a raté le coche en allant avec ce qu'on connaît de mieux, avec des personnalités qui sont là, qui ont une certaine expérience de la gestion de l'État. Les femmes aussi ont de l'expérience. Je n'en disconviens pas. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'expérience. Là n'était pas mon propos. Ce que je dis, c'est qu'on a privilégié en fait le réflexe des acteurs politiques, c'est généralement de s'inscrire dans les sentiers battus. C'est très difficile en fait de sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait faire. Et donc le réflexe, c'est d'aller chercher des hommes, expérimentés. Et quand on parle d'expérience, c'est généralement des gens qui ont atteint un certain âge. Et c'est ce qui explique en fait le décalage qu'on peut observer entre les textes et puis parfois les discours politiques de promotion de la jeunesse, de promotion des femmes et la réalité des nominations. Maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, celle sur les priorités de la transition, je disais que les priorités ont déjà été édictées dans le cadre de la feuille de route qui a été annexée à la charte de la transition. Effectivement, on n'a pas encore vu la version définitive, la version finale de la charte de la transition. Mais à ce niveau, la dernière version finale, peut-être juste pour rappeler ce qui était contenu dedans en termes de prérogatives du vice-président, il était prévu que le vice-président se charge des questions de défense et de sécurité. La refondation de l'État a été biffée puisque considérée comme étant une tâche transversale. La refondation de l'État, c'est la mission de tout le gouvernement et de toutes les institutions de la République, voire au-delà. Maintenant, je disais qu'en termes de priorité, il y a eu... Oui, avant ça, le remplacement du président dans la charte sur laquelle vous avez travaillé, est-ce que c'était ça? Alors, est-ce que c'est le vice-président qui devait remplacer, comme ça a été lu lors de la charte qui a été lue, effectivement, la charte qui a été lue lors de la prestation de serment prévoit un remplacement du président par le vice-président en cas de vacances. Je pense que c'est le point d'achoppement justement entre la CEDEAO et la... Est-ce la charte qui a été validée lors des concertations nationales sur la gestion de la transition? Alors oui, la charte qui a été validée lors des journées de concertation nationale prévoyait le remplacement du président par le vice-président. Après, il y a eu des observations qui ont été faites dans la salle. Mais à ma connaissance, ces observations n'ont pas été portées au document le jour même de la validation par acclamation de la charte de la transition. C'est un travail qui a été fait par la suite, mais je constate, un peu comme tout le monde, que c'est un article qui n'a pas fait l'objet de remaniement, de changement, de modification. Donc, si je m'en tiens à l'article ou à la charte qui a été lue lors de la prestation de serment, tout porte à croire que le vice-président remplace le président en cas de vacances de pouvoir. Et comme je le disais, c'est le principal point d'achoppement. Maintenant, pour revenir aux priorités. Alors, je disais qu'il y a eu 6 priorités qui ont été édictées, évoquées lors des journées de concertation. Je pense qu'on est tous... c'est enthousiasmant en fait. Une période de transition comme celle-là, elle est toujours enthousiasmante parce que c'est une période d'opportunité. On a le sentiment qu'on peut tout faire. C'est vraiment le moment de rompre avec les pratiques du passé. Donc il y a beaucoup d'attentes, parfois des attentes démesurées. Et on sait que quand il y a trop d'attentes, c'est facile de décevoir. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2013 avec énormément d'attentes envers le président Ibeka à l'époque. Bon, l'histoire est ce qu'elle est. Mais je pense qu'il est important qu'au-delà des 6 priorités qui ont été fixées, c'est-à-dire le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la question des réformes politiques et institutionnelles, la question de la réforme du système électoral, la question de l'adoption d'impact
sociale de stabilité pour évacuer les grèves en cours ou à venir, l'organisation des élections. Toutes ces priorités, elles sont importantes, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces priorités-là. Maintenant, le travail qui doit être celui du gouvernement, qui sera mis en place d'ici la fin de la journée de demain, en principe, c'est de resserrer ces priorités-là autour de 3 axes majeurs. Et surtout, en plus des grands axes qu'on a déjà, la sécurité, la refonte du système électoral et la question, de mon point de vue, de la Constitution. Pour moi, ce sont les 3 priorités et les 3 chantiers majeurs auxquels doit s'atteler le gouvernement de transition. Pourquoi ? La sécurité, elle est importante parce que sans sécurité, on ne peut absolument rien faire dans ce pays-là. Et je crois que la principale préoccupation, en particulier en dehors de Bamako, reste la sécurité. Quand vous partez à Mopti et que vous demandez aux gens, mais c'est quoi votre priorité principale ? C'est la sécurité. Quand vous partez à Gao, c'est la sécurité. À Tombouctou, c'est la sécurité. 2 tiers, d'autres diront 3 quarts du territoire échappent au contrôle de l'État. Donc c'est un chantier prioritaire. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Le deuxième chantier, c'est la question de la réforme du système électoral. Alors moi, je ne parle pas de réforme du système électoral, je parle de refonte du système électoral. C'est 2 notions distinctes, différentes. La réforme suppose parfois un toilettage des textes, de petits aménagements pour se conformer à des règles ou à des principes édictés depuis l'extérieur. La réforme suppose qu'on va vers des élections en fait, qui sont plus simplement transparentes et crédibles, mais des élections qui font sens. Les élections qui font sens, c'est des élections qui mettent aux prises ou en compétition des acteurs hommes ou femmes, avec des programmes, avec des politiques, et qui permettent aux citoyens en fait, de voter en toute responsabilité. Et que à la fin de la journée, à la fin des opérations électorales, que le vote des citoyens soit respecté. C'est ça une élection qui fait sens. Le dernier élément que j'évoquais, alors c'est peut-être pas dans l'ordre, c'est la Constitution. Alors là aussi, vous savez, on a une expérience ou même plusieurs expériences ou tentatives de modification de la Constitution, de révision de la Constitution depuis au moins la fin des années 90. Tout simplement parce que la Constitution a montré en fait dans la pratique ses limites, mais au-delà de ces petits artifices juridiques, je pense que la Constitution c'est le document fondamental, c'est le socle en fait d'un pays. C'est par la Constitution qu'on définit le vivre ensemble, c'est par la Constitution qu'on définit le mode de gouvernance qu'on souhaite dans le pays. Et je crois que les débats autour de la Constitution sont parfois plus importants que la codification de la Constitution. La codification de la Constitution, c'est une équipe d'experts, 10, 20 experts qui se réunissent dans une salle et qui codifient ce qui a été entendu ou convenu par les populations. Mais je crois que c'est cet exercice, en fait, c'est cette démarche qui permettra aux Maliens et aux Maliennes de discuter en fait des sujets de fond. Quel type d'État nous voulons ? Quel type de gouvernance nous voulons? Est-ce que les institutions, est-ce que la question de la vice-présidence, je ne sais pas, à l'issue peut-être de la transition, ça sera peut-être une expérience heureuse. Peut-être qu'on décidera en fait de reconduire finalement la vice-présidence dans la nouvelle constitution du Mali. Peut-être qu'on n'a finalement pas besoin d'un président élu au suffrage universel. Peut-être qu'on a besoin d'un président qui est élu au suffrage indirect par les conseillers communaux, par les conseillers régionaux. Donc je pense que ce type de débat doit avoir lieu au cours des prochains mois dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution et pas simplement d'une révision constitutionnelle comme on a l'habitude de le dire. Sécurité, constitution et élection. Pensez-vous que ces axes majeurs, 3 axes majeurs cités par Ibrahim Maïga sont suffisants? Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Effectivement, moi je vois autre chose et vous me permettez de revenir toujours sur notre plan. Très rapidement, je vais faire un truc. Maintenant, Monsieur Touré, Monsieur Maïga, vous m'excusez, je reviens toujours sur la responsabilité. Moi je pense qu'il faut qu'aujourd'hui les Maliens sachent que le peuple sache qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on respecte les textes. Même au niveau de la responsabilité, que les gens sachent que même les femmes aussi peuvent assurer certaines responsabilités. Moi, je crois que même si les institutions la tiennent vraiment à une personne, nous, les femmes, nous sommes une personne aussi. Donc, vraiment, je tenais vraiment à rappeler que ce côté-là. Donc, par rapport aux priorités que je peux rajouter à ce que M. Maïga a dit, moi, j'ai une priorité vraiment qui me tient à cœur. Ça, c'est l'assainissement. L'assainissement des institutions. Je veux dire, changer la tête. C'est-à-dire les dirigeants, les anciens dirigeants, tous ceux qui sont comptables, il faut les enlever de la gouvernance. Ça doit être une priorité aujourd'hui de l'équipe de la transition. Il faut changer tout. L'assainissement et faire venir d'autres
hommes, d'autres personnes valables. Il y a des cadres valables, des commis dans ces pays qui sont valables, des technocrates aujourd'hui, qui ne sont pas comptables de la mauvaise gouvernance de ce pays. Donc il faut remplacer. Ça, c'est ma première priorité. La deuxième priorité, il faut faire l'état des lieux. Il faut reconnaître les 10 dernières années, il y a eu trop de détournements des deniers publics. Il y a eu l'enrichissement illicite, à tort et à travers, à tous les niveaux. Il faut faire un état des lieux, situer les responsabilités, saisir les biens de l'État. Avec des civils comme avec des militaires. Avec des civils comme avec des militaires, à tous les niveaux. On a eu des généraux, on a eu la liste des généraux ici, milliardaires, multimilliardaires. Donc c'est à tous les niveaux. Je ne fais pas une partie pris à ce niveau. Donc eux aussi, ils ne vont plus devenir généraux, par exemple. Non, je ne dis pas devenir généraux, mais changer leur poste de responsabilité. Ils se sont enrichis, l'État a un poste de responsabilité. Là où on peut donner des consignes, là où ils peuvent commander. Maintenant, il faut les enlever vraiment à des postes de commandement. Ça, ce n'est pas les militaires, c'est même les civils. Tous les civils, tous les cadres qui occupaient les postes de commandement, qui se sont enrichis illicitement sur le dos de l'État, on doit les changer. Ça doit être une priorité de l'équipe de la transition. La troisième priorité, ça, c'est les élections. Il faut qu'on ait vraiment des élections transparentes. Et à ce niveau, aujourd'hui, il y a tellement de partis politiques. Moi, je crois qu'on peut même voter une loi pour diminuer le nombre de partis politiques. Si vous voyez en Europe, je ne dis pas de faire référence à ces gens-là, mais il faut qu'on diminue, qu'on moralise aussi les partis politiques et qu'on supprime les financements publics aussi des partis politiques. Parce que ça peut être aussi une motivation pour certaines personnes de mettre en place des partis politiques pour avoir de quoi nourrir ces partis politiques-là. Les priorités que Maïga a citées, qui se trouvent aussi dans la feuille de route, c'est des priorités aujourd'hui, surtout la sécurité. Moi, je suis une actrice de la sécurité. Et les élections aussi, il a cité les élections. Oui, il a cité les élections aussi. Moi, je suis une actrice de la sécurité. Je sais aujourd'hui, il y a l'insécurité même au tréfonds de nos villages. Aujourd'hui, on doit mettre en place une loi de programmation sécuritaire. Et aujourd'hui, on doit mettre en place des hommes à la place qu'il faut au niveau de la sécurité. Parce qu'on a dit, il y a un proverbe qui dit que un militaire mal formé, c'est un criminel en puissance. Est-ce que les militaires maliens sont mal formés? Non, si je dis mal formés, c'est pour demander de renforcer toujours leurs capacités. Je ne dis pas qu'ils sont mal formés, mais il faut toujours renforcer la formation. Et il faut les équiper aussi. Même le manque de formation aussi se trouve même au manque d'équipements. Aujourd'hui, même si on est bien formé, même si on part sur le terrain, si on n'a pas de l'équipement adéquat vraiment pour combattre l'ennemi, moi je crois que la formation est vouée à... Et on va y revenir. Le président Bandaou, dans son discours, a évoqué cela le 25 septembre dernier. Alors, monsieur Aboubacar Maïga, est-ce que vous voyez d'autres priorités qui n'ont pas été citées? Moi d'abord, je remercie déjà Mme Traoré d'avoir reconnu déjà que les militaires aussi ne sont pas exempts de tout reproche. C'est pourquoi je disais d'ailleurs que finalement ce n'est pas la question en fait des militaires ou des civils. On avait besoin des hommes intègres et des hommes qui puissent remplir certaines conditions auxquelles aujourd'hui la population aspire beaucoup. Et je pense que Bandaou déjà il remplit aujourd'hui un certain nombre de ces critères. C'est pourquoi je disais qu'il est 100% militaire et que lorsqu'elle disait que les civils avaient montré la limite, on a vu, elle a parlé tout de suite des généraux milliardaires. Et puis, il y a aussi des détournements de fonds qui se sont quand même avérés et tout le monde le sait au niveau du ministère de la Défense. On en a parlé ces derniers temps avant le coup d'État. C'en est d'ailleurs pour beaucoup dans la manifestation du M5 et tout. Priorité. Est-ce qu'il y en a au niveau des priorités, moi je pense que le président dans son discours, il a tout dit. Il dit surtout qu'il va se référer aux recommandations du dialogue national inclusif. Et tout ce que nous sommes en train de dire tout de suite sont déjà inclus dans les recommandations du dialogue national. Est-ce qu'il faudra faire tout ça en 18 mois? Non. La priorité des priorités pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation des élections transparentes, crédibles et puis propres, comme lui-même il l'a dit. Je reprends son mot.
la priorité des priorités, la priorité même d'une transition, c'est vraiment conduire la transition à l'élection d'un président démocratiquement élu. Mais dans le contexte actuel dans du le pays, contexte est-ce possible actuel, d'organiser des élections sans sécurité? Avant de faire cela, il est indispensable de réviser la Constitution, comme l'avait recommandé aussi les dialogues nationaux inclusifs. Assainir aussi la charte des partis politiques, c'est-à-dire le milieu même des formations politiques, pour qu'on puisse limiter la création des partis et puis pour qu'on ne puisse pas avoir 300, 400 et puis peut-être dans 10 ans 1000 partis politiques au Mali. On peut réunir tout cela peut-être à des regroupements peut-être 5 ou 6. Et puis la question de la sécurité, il en a parlé, mais moi je pense que ce n'est pas le rôle du président de la transition. C'est au président élu démocratiquement de s'occuper de la question de la sécurité. Aujourd'hui, les présidents de la transition, l'équipe même de la transition, peut s'occuper de la sécurité en mettant les bases de la reconquête des territoires, de la lutte contre le terrorisme, pour que le président qui sera élu, lui, il puisse venir travailler tranquillement, plieusement. Mais la transition ne pourra pas gérer ça. Et la transition, pour moi, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer, comme le président l'a dit, à asseoir les bases non seulement de la lutte contre l'impunité, la réduction du train de vie de l'État, et puis à ramener la confiance des Maliens aux institutions avant même de réviser la Constitution. Sinon, nous allons reprendre encore à zéro. Tout ce que nous allons faire ira encore à volo. C'est pourquoi ce serait très important aujourd'hui pour les présidents de la transition de savoir déjà que, comme lui-même il a reconnu, qu'il ne peut pas tout faire, la transition ne peut pas tout faire. Mon collègue l'a dit tout de suite, oui, nous sommes dans l'effervescence aujourd'hui, nous voulons tout régler, beaucoup aspirent à l'éducation. Il y a tellement de priorités aujourd'hui au Mali que si nous voulons tout gérer aujourd'hui, on ne va pas vraiment permettre à installer un président démocratique. C'est les élections et que le président de la transition ne peut pas régler la question de la sécurité. La lutte contre l'impunité. Oui. Adam Diko, êtes-vous d'accord avec Maïga? Oui, je suis d'accord avec lui et moi je pense que l'une des priorités de cette transition, c'est vraiment de pouvoir assainir le jeu, là où même le jeu démocratique se fait. Parce que 3 coups d'État en 30 ans, il faut dire que ce n'est pas une avancée du tout. Donc du coup, c'est qui est la refonte du système électoral qui va nous amener inévitablement vers la révision de la Constitution. Parce qu'il y a certaines choses, quand on va l'inclure dans notre système électoral, on est obligé d'aller revoir notre Constitution. Donc du coup, et puis il n'y a pas lieu encore de mener beaucoup de débats, beaucoup de réflexions. Je pense qu'il y a eu 3 tentatives de révision de la Constitution du Mali et il y a eu toutes les recherches et autres qui ont été faites lors du dialogue où les gens ont beaucoup parlé de la révision de la Constitution, jusqu'à parler des priorités qui doivent faire l'objet de cette révision. Donc, il n'y a pas lieu de réinventer la roue. Je pense que la transition doit vraiment prendre à bras le corps les recommandations du dialogue, ceux qui sont vraiment en lien avec les réformes, tant les réformes institutionnelles que les réformes du système électoral. Ça, c'est une priorité. L'autre priorité, c'est vraiment le système dans lequel nous sommes. C'est-à-dire quand nous voyons qu'une seule personne peut voler jusqu'à 10 milliards, 100 milliards, c'est parce que nous n'avons pas un système de contrôle adéquat. Donc, revoir vraiment la gestion de l'État, avoir un vrai système de contrôle qui peut faire qu'une personne ne puisse pas avoir accès à l'argent de l'État jusqu'à le voler jusqu'à un certain niveau. Parce que le premier élément qui pousse une personne à la corruption, c'est l'opportunité. Donc, que cette transition soit l'occasion de ne plus donner l'opportunité aux hommes de pouvoir avoir accès à l'argent du peuple pour le voler comme ils le souhaitent. Est-ce que le bureau du vérificateur général et l'OCLE ne sont pas efficaces? Alors, je pense qu'ils font leur travail, mais il faut reconnaître qu'il y a un manque de volonté au Mali, ce qui concerne l'impunité vis-à-vis de la corruption. Les rapports du VÉGAL sont publiés, mais après, les suites de ces rapports ne sont jamais connues, tant au niveau de la justice qu'au niveau des politiques. Donc, il y a lieu, comme le président lui-même, il a dit, lors de son investiture, il ne peut pas lutter contre la corruption zéro, mais il peut faire quand même qu'il y ait l'impunité zéro. Et c'est de ça dont on a besoin. Et on n'a pas surtout besoin qu'on lutte contre l'impunité. Moi, c'est vraiment qu'on ne donne même pas l'occasion aux gens, que l'opportunité ne se présente même pas pour qu'une personne vole. Donc ça, c'est vraiment des priorités qui vont s'ajouter aux autres priorités qui ont été annoncées. Mais il est important aussi qu'on sache qu'une période transitoire
L'objectif, c'est vraiment l'organisation des élections pour transférer le pouvoir. Donc, du coup, la transition ne peut pas venir et dire que la transition va régler les questions sécuritaires, la transition va régler les questions économiques, sociales et autres. Ça va être difficile. Ce que la transition doit faire, à mon niveau, ce que je pense et ce que nous avons recommandé, c'est vraiment d'aller rapidement vers des réformes pour assainir là où on fait le jeu démocratique, c'est-à-dire la charte des partis politiques et la loi électorale, jusqu'à arriver au niveau de la Constitution. Maintenir le contact avec les partenaires, parce que ça, c'est très important. Le Mali est sous assistance depuis 2012. Et cette assistance-là, si ça ne s'est pas empiré, c'est-à-dire si la situation ne s'est pas empirée, ça ne s'est pas encore amélioré pour qu'on puisse nous-mêmes nous prendre en charge. Donc, l'équipe de transition doit pouvoir maintenir le contact avec les partenaires pour que l'assistance continue, pour que le renforcement des capacités de nos militaires puisse continuer, afin qu'on puisse recouvrir l'intégrité de notre territoire. Les autres questions, c'est transversal. Tout de suite. Moussa Ousseini Maïga sur Facebook, Maïga demande quel mécanisme mettre en place pour y arriver, pour atteindre ces objectifs. Notamment, vous avez souligné les 3 axes qui sont l'élection, la constitution et la sécurité. Déjà, ce qui est intéressant quand on prend le mot transition, en fait, c'est qu'on n'a pas la même définition. Effectivement, une transition n'a pas vocation à tout faire. Mais en même temps, moi, je pense qu'il ne faut pas assigner une seule tâche qui est l'organisation des élections à la transition. Sinon, on s'enferme dans un mode de pensée qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Parce qu'en 2012-2013, c'est exactement le même principe. C'est qu'il faut aller rapidement vers une transition, une période intérimaire pour organiser des élections et donner au Mali des autorités crédibles élues. Le problème, c'est que très souvent, les autorités élues ne font pas de réformes. Un pouvoir élu fait de la politique. Un pouvoir de transition peut faire des réformes. C'est un peu la différence. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter. On ne peut évidemment pas tout faire en 18 mois. Et je crois que 18 mois, c'est un délai raisonnable qui peut nous permettre de poser les jalons, encore une fois. Et pour revenir aux priorités que j'avais moi-même dégagées, je pense que l'idée, ce n'est pas de faire l'entièreté de chacune de ces priorités-là. Je pense que le travail qui attendra le prochain gouvernement d'ici la fin de la semaine, c'est justement de se doter en fait d'un tableau de bord. Et ce tableau de bord, c'est les priorités revues sur la base de nos moyens, sur la réalité en fait de l'environnement économique, de l'environnement international, mais surtout assorti en fait d'actions précises, parce que dans chacune de ces priorités, on ne pourra pas tout faire. Donc il faudra identifier les actions prioritaires. Et enfin, je pense qu'il faudra aussi des indicateurs, parce que sinon on va arriver dans 6 mois et on va se demander mais qu'est-ce qui a été réalisé en 6 mois. Si on ne met pas d'indicateurs, et ce tableau de bord me semble fondamental en fait, et c'est ce qui nous permettra de juger a posteriori le travail qui aura été fait pendant cette transition. Rapidement, en quelques secondes, la formation du gouvernement est attendue. Pensez-vous que la loi 052 va être cette fois-ci respectée par les autorités? Espérons, M. Touré. Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue sur quelles priorités pour cette transition. Merci à nos invités Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, commissaire principal assistant Traoré, membre de l'Observatoire de veille sur l'application de la loi 052, Adam Diko, directrice exécutive de Agicad Mali et Dr Aboubakar Maïga, enseignant-chercheur à l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Seydou Ndaw, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.